Je vous invite à vous installer. Donc Baptiste, vous êtes chef de service agronomie, économie, environnement chez Arvalis, le fameux institut du végétal. Et avec vous, on va parler après l'eau et les phytos, on va parler d'azote, de fertilisation et d'optimisation de la fertilisation grâce aux capteurs et modèles. C'est ça. Bien, bonjour à tous. Donc, pour commencer, je vais faire un petit rappel du contexte. Donc, ces travaux s'inscrivent à la suite de la thèse de Clémence Ravier, qui est une thèse du coup qui a été cofinancée par Arvalis et l'INRA pour la mise au point d'une approche de pilotage intégral de l'azote. Donc, cette thèse a été soutenue en 2017 et elle a été valorisée par la suite par Arvalis, pour la mise en place de l'approche chaîne conduite que je vais vous présenter, et aussi par l'INRA avec une approche qui s'appelle APN. Donc la thèse a débouché sur une approche qui repose sur 4 étapes. La première étape étant d'identifier par une étude fréquentielle des périodes climatiques favorables pour réaliser des apports d'azote. Donc une fois qu'on a identifié ces périodes climatiques favorables, quand on est dans l'une de ces périodes, on mesure un indice qui s'appelle l'indice de nutrition azotée, l'INN, qui est un indice qui varie entre 0 et, on va dire entre 0,4 et 1,6. Quand il est à 1, c'est qu'on est à l'optimum. Quand il est inférieur à 1, c'est qu'on est inférieur à l'optimum. Et donc quand il est supérieur à 1, c'est qu'on est en surfertilisation azotée. Et donc l'objectif est de suivre cette INN en dynamique pendant la campagne. Donc, pendant la thèse, la preuve de concept a reposé sur l'utilisation de la pince N-Tester, qui mesure la teneur en chlorophylle par transmittance. Et un petit modèle a été utilisé pour estimer l'INN à partir de cette teneur en chlorophylle par transmittance. Et donc une fois qu'on a une estimation de l'INN dans cette période climatique favorable, on le compare à une dynamique d'INN minimum. Donc là, il y a eu un gros traitement d'essais agronomiques pour définir des trajectoires d'INN minimum. Donc c'est des seuils qu'il ne faut pas franchir. Et si on le franchit, il cause une perte de rendement. Donc c'est les seuils qui sont en vert sur le troisième encadré que vous avez ici à l'écran. Et la quatrième étape, on se compare à ce seuil, et en fonction de l'écart à ce seuil, on préconise une dose pour aller jusqu'à la prochaine période climatique favorable. Donc il y a toute une gestion du risque qui est prise en compte, c'est-à-dire qu'on utilise la modélisation en projection pour se dire je ne suis pas en dessous du seuil, le but c'est de jamais descendre en dessous du seuil, mais est-ce que d'ici la prochaine période climatique favorable, je vais descendre en dessous? Si oui, on déclenche un apport, sinon, on attend la prochaine période climatique favorable. Donc ça, c'est vraiment l'approche qui a été définie au cours de la thèse. Et nous, on a repris toute cette approche, mais pour la rendre opérationnelle, on a retravaillé les étapes 2, donc à savoir l'estimation de l'INN au cours de la campagne, et l'étape 4, à savoir quelle dose je préconise, en utilisant le modèle de culture CHN. Donc le modèle de culture CHN, à la fois, est utilisé pour estimer la variable d'indice de nutrition azotée, donc la variable plante, et à la fois est utilisé en projection jusqu'à la fin de la campagne pour pouvoir estimer les doses d'azote à apporter. Donc ça, c'est une des sorties qu'on peut utiliser avec le modèle de culture CHN. Alors, ici, vous avez en rouge la représentation de l'INN simulée. Donc là, on se situe en fin de campagne. Donc c'est l'INN qui est simulé jour par jour. En vert, c'est les seuils, les dynamiques d'INN qu'il ne faut pas franchir. Donc le but du jeu, c'est de rester dans un espèce d'entonnoir. Au début, on tolère des carences qui sont assez importantes, mais du moment qu'on les lève, on voit que normalement, on ne perd pas de rendement. Et donc en bleu, en dessous, c'est les stocks d'azote du sol. C'est important de suivre les stocks en azote du sol parce qu'on peut avoir des situations où on a des carences azotées induites par un stress hydrique. Et donc il faut s'assurer que la carence azotée va être corrigée par un apport d'azote et qu'il ne suffit pas d'attendre qu'il pleuve pour que le stress hydrique lève la carence en azotée induite. Donc pour ceux qui ont un peu l'habitude de manipuler cet indicateur, en fait, sur le concept, c'est très bien, mais c'est inutilisable tel quel, parce que corriger un INN de 0,6 pour 1 tonne de matière sèche ou pour 8 tonnes de matière sèche, c'est pas du tout la même dose qu'on va préconiser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé un petit peu cette représentation. Donc on garde le principe de l'INN, mais on raisonne en quantité d'azote. Comme ça, on peut lire directement sur le graphique la dose à apporter. Donc le code couleur est respecté. Vous avez la même chose, en gros, représentée sur les graphiques de gauche et sur le graphique de droite. Simplement, on multiplie l'INN par la biomasse, pour faire simple.
et ça donne des quantités d'azote absorbées. Et donc, voilà, l'illustration de ce que je disais, l'INN n'est pas utilisable telle quelle pour prendre une décision. On le voit très bien sur la courbe verte. La courbe verte, qui monte et qui descend là, ici, en fait, c'est la même courbe verte que celle-là, mais multipliée par la biomasse. Donc ici, on voit qu'on tolère en intensité une carence plus forte en début de cycle, mais quand on regarde en quantité d'azote, cette carence, finalement, représente des quantités d'azote très faibles. Et la carence la plus forte qui est tolérée en quantité d'azote, en fait, c'est début montaison. D'accord ? Et donc la dose, on la lit ici, c'est le déficit, c'est pareil, c'est l'INN qui est ici, multiplié par la biomasse. Et quand on a un apport à faire, on voit le déficit qui monte, et il suffit de lire graphiquement ici quelle est la quantité d'azote en déficit qu'il va falloir corriger. Donc on utilise, comme j'ai dit, le modèle de culture CHN. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour décrire le modèle de culture, c'est un modèle de culture classique, donc en 3 compartiments, sol, plante, atmosphère. La plante étant divisée en 2 sous-compartiments, donc les parties aériennes et les parties racinaires. D'un point de vue plante, c'est du grand classique, donc croissance racinaire, uniquement prospection du front racinaire, il n'y a pas de notion de densité. Croissance aérienne via le développement de la surface foliaire, le LAI, qui intercepte du rayonnement pour produire de la biomasse et qui on partitionne entre partie aérienne et partie racinaire. Donc c'est vraiment du grand classique, je ne vais pas revenir là-dessus, et la croissance est affectée par des stress hydriques et azotés. C'est pour ça que ça s'appelle CHN. Le H, c'est pour H2O, et le N, c'est pour l'azote. Et le C, on le verra, c'est pour le carbone. Donc là, je vous présente tous les flux d'eau qui sont simulés. Pareil, du grand classique, séparation de la transpiration liée au LAI, et l'évaporation qui concerne que la surface du sol. Et après, donc, c'est toutes les pertes vers le milieu, que ce soit le ruissellement, le drainage dans les drains agricoles et la percolation en profondeur. Et un phénomène de redistribution entre les différentes tranches du sol. Ensuite, sur l'azote, même principe, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs formes d'azote présentes dans le sol. Donc l'azote organique, l'azote sous forme urée, ammoniac, nitrate également. Mais donc tous les flux d'eau sont suivis de flux d'azote, bien évidemment. Donc c'est les flèches rouges que vous avez ici à côté des flèches bleues. Et puis le cycle de l'azote que j'ai rapidement évoqué. Et bien sûr, l'absorption de l'azote par la plante est simulée. Si on veut simuler de l'INN, donc l'indice de nutrition azotée, il faut connaître la quantité d'azote absorbée. Et le carbone, oui. C'est la question, je rebondissais sur le fait que votre schéma se remplissait de plein de flèches, et vous disiez qu'il fallait simuler l'INN avec du coup quelques données d'entrée. Justement, quelles sont-elles ? Est-ce que le déploiement de cette démarche-là nécessite beaucoup de données d'entrée ? Oui, donc c'est justement la diapo qui est juste après. Voilà, toute la particularité en fait, du modèle CHN, elle n'est pas vraiment dans les formalismes. C'est des formalismes qui sont communément utilisés et qu'on peut trouver dans la biblio. Il y en a quelques-uns qui sont maison, mais la plupart, c'est vraiment des formalismes très connus. La particularité, elle est vraiment dans la mise en œuvre du modèle, qui est un modèle qui a été construit pour être opérationnel. Ce n'est pas un modèle de recherche, c'est vraiment un modèle pour de l'opérationnel. Et donc la particularité, c'est qu'il est connecté à tout un tas de bases de données qui facilitent son paramétrage. Donc il est connecté à une base météo, donc il suffit de choisir une station ou même de donner les coordonnées GPS et on spatialise la donnée météo. Il est connecté à une base sol. Par exemple, pour faire tourner CHN, comme dans tout modèle de culture, il faut une 50aine de paramètres sol. Et là, si on ne les a pas, il suffit de sélectionner un type de sol dans une base. Et on va chercher des données de référence. Et ça les charge tout seul. Voilà. Donc si on a une analyse, on est capable de surcharger les paramètres qui ont été mesurés si jamais on les a. Il faut renseigner quelques infos sur le précédent, la culture intermédiaire, et ensuite sur l'ITK. Alors l'ITK, ça reste assez simple, il faut la variété, date et densité de semis, et tout ce qui concerne l'irrigation et les pratiques de fertilisation azotée. Donc que ce soit les engrais minéraux ou les engrais organiques. Et là encore, il y a des bases de données, que ce soit pour les variétés, pour les engrais, il faut sélectionner dans la base de données. Parce qu'une variété, c'est pareil, derrière, il y a une vingtaine de paramètres variétaux qui sont pris en compte, et là, il suffit de sélectionner la variété, et derrière, ça charge automatiquement les paramètres. Et il y a possibilité d'intégrer des mesures plantes ou sol, on le verra tout à l'heure, notamment pour faire de l'assimilation de données, donc pour améliorer les performances du modèle en intégrant des données capteurs. Les variables de sortie, je ne vais pas vous les expliquer, je les ai déjà brièvement abordées tout à l'heure. Et l'autre particularité du modèle, c'est qu'il est dans le système d'information de l'Institut, qui lui permet de faire du calcul fréquentiel automatisé. C'est-à-dire que si je me situe au mois de mars à épi 1 cm, le modèle automatiquement va faire du calcul fréquentiel pour avoir une projection
selon une méthode statistique qu'on lui spécifie. Donc ça peut être une médiane, ça peut être un décile 2, un décile 8, etc. Et ça, c'est automatique, on projette jusqu'à la fin de la campagne, qui est un préalable indispensable si on veut pouvoir utiliser un modèle de culture pour faire de l'opérationnel dans un outil de décision, un outil d'aide à la décision. Donc en fait, ce modèle a été mis en œuvre dans des expérimentations. Je n'ai pas le temps de vous présenter le protocole, dans un réseau d'essais très très large, avec un grand nombre de partenaires. On a commencé les essais 2016, on ne les utilise pas trop, c'était une année déjà très particulière pour le blé, en termes de rendement. En plus, c'était une année de rodage du protocole. Donc il y avait 10 essais, mais on ne les utilise pas pour l'étude que je vais présenter. Et par contre, depuis 2017, on a un réseau d'essais avec un grand nombre de partenaires. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a quasiment une soixantaine, vous les avez représentés ici. Il y a des chambres d'agriculture, des coopératives, des négoces, des CETA. Donc tous ces partenaires ont réalisé et réalisent encore des essais pour mettre en œuvre cette approche. Et en gros, on fait une courbe de réponse et on essaie de comparer un pilotage avec le modèle de culture CHN à cette courbe de réponse pour voir est-ce qu'on atteint le potentiel de rendement et avec quelle dose on l'atteint. Donc c'est ce qui a été mis en œuvre, mais avant de vous présenter les résultats, il y a un préalable qui est encore une fois indispensable, c'est d'évaluer les performances de simulation. Alors, vous avez compris, c'est tout un continuum. Il y a le modèle de culture, il y a des règles de décision qui vont avec ce modèle de culture. Et donc quand on interprète les performances des modalités qu'on pilote avec ce modèle de culture plus les règles de décision, il ne faut pas en remettre en cause les règles de décision si c'est les performances de simulation du modèle qui n'étaient pas bonnes, quoi. Donc pour bien différencier les deux, il y a une première étape où on évalue les performances de simulation. Donc ici, vous avez en haut les performances de simulation pour la biomasse et en bas de l'azote absorbé. On a des efficiences qui tournent autour de, je crois que j'ai mis le tableau après, qui tournent autour de 0,8 pour la biomasse et autour de 0,6, 0,7 pour l'azote absorbé. Et puis des RMSEP, donc là c'est un jeu de données indépendant. Hein. C'est pas celui qui a servi à construire le modèle. On voit qu'on a des performances de simulation qui sont quand même intéressantes sur la biomasse et l'azote absorbé. Par contre, pour l'INN, c'est un rapport, l'INN, donc on multiplie les imprécisions. Et là, c'est quand même moins bon. Ce qui est gênant, parce qu'on le voit, la méthode repose sur l'INN, bien que nous, on utilise un déficit qui a une quantité d'azote absorbé. Donc ça permet de diluer l'erreur quand on multiplie par la biomasse qui est mieux prédite. Mais on voit que ça pose quand même quelques questions sur l'INN. Néanmoins, quand on met en œuvre sans assimilation de données, uniquement avec le modèle, on voit que les performances de pilotage sont très bonnes. Donc ça, c'est un exemple. Je ne vais pas vous détailler tous les graphiques parce que je n'aurai pas le temps et c'est trop petit. C'est juste pour vous montrer les conclusions. Le pilotage intégral de l'azote avec sa chaîne conduite permet de recentrer les doses autour de l'optimum de la courbe de réponse. Et tout ça avec un CAU, donc un coefficient d'efficacité des engrais qui est meilleur. Dans ce réseau d'essais-là, il était amélioré de 7 points et c'était hautement significatif. C'est-à-dire qu'on a amélioré de 7% l'utilisation de l'engrais parce que tout simplement on l'apporte à un moment où la plante en a besoin et du coup il est plus efficace. Ce qui fait qu'on arrive à atteindre le potentiel de rendement de la courbe de réponse et l'objectif de teneur en protéines qui était visé. Mais comme je l'ai dit, les performances elles peuvent être améliorées encore, notamment en améliorant l'estimation de l'INN qui par le modèle seul, on le voit, est perfectible. Donc pour ça, on valorise des données capteurs. Alors on l'a vu, dans sa chaîne, on peut valoriser plusieurs données, que ce soit des données sol, ça peut être un reliquat sortie hiver, qui va permettre d'améliorer l'initialisation des stocks en azote qui est faite, mais ça peut être des données plantes aussi, via des données de proxy détection. Il y a le N-tester que vous avez vu là, hein. Il y a un premier modèle qui avait été développé dans le cadre de la thèse. On voit qu'il est très perfectible parce qu'il ne tient compte que de la teneur en chlorophylle et pas de l'autre composante qui est la quantité de végétation pour estimer l'INN. Du coup, on peut utiliser des données spectro, que ce soit sur drone ou sur satellite, pour faire de l'inversion de modèle et acquérir du LAI et de la teneur en chlorophylle qui peut être intégré au modèle et le recaler en cas de nécessité. Donc ce qu'on utilise, c'est des filtres de Kalman. On fait de la simulation de données avec des filtres de Kalman. Donc l'objectif, c'est que voilà, on a une ébauche du modèle, la courbe bleue, et des mesures, avec une incertitude liée aux mesures. Ça, c'est très important. Donc il faut absolument quantifier l'incertitude liée à la mesure. Et on applique donc un filtre de Kalman appliqué à un modèle de régression dynamique pour corriger le modèle, pour qu'il vienne s'ajuster aux mesures. Plus ou moins l'incertitude. Ça, c'est très très important.
Parce que des fois, on s'aperçoit que certaines mesures, selon, parce qu'on l'a vu, il y en a un grand nombre, hein, elles peuvent être des fois même moins précises que le modèle. Donc c'est important de caractériser la précision du modèle et la précision des mesures. Donc on a voulu mettre en œuvre ça sur un réseau expérimental. Donc on s'est posé la question, quel jeu de données il nous faut. Donc on a cherché un jeu de données où on avait des mesures de la quantité de végétation, le LAI, et une mesure de la teneur en azote. Donc soit de la teneur en azote, soit de la teneur en chlorophylle. Donc il y a différentes dates pendant la montaison, et à floraison, une mesure de biomasse et d'azote absorbé. L'objectif étant d'assimiler les données pendant la montaison et de voir est-ce qu'on arrive à bien prédire la biomasse et l'azote absorbé à floraison. Donc ce jeu de données, et donc tout ça sur un grand nombre de situations, plusieurs sites, plusieurs années, plusieurs conduites de culture. Donc ça, on l'a retrouvé sur un jeu de données maïs. On a sélectionné 57 essais dans lesquels on avait cette combinaison de mesures, entre 90 et 2015, donc sur maïs. Donc vous avez les performances de simulation, RMSE et biais, pour l'estimation de la biomasse à gauche et de l'azote absorbé à droite. La première ligne, c'est sans assimilation. La deuxième ligne, c'est on assimile qu'une composante, le LAI. Et la troisième ligne, c'est on assimile les deux composantes, le LAI et la teneur en chlorophylle, et la teneur en azote ici. Ce qu'on voit, c'est que les performances de simulation de la biomasse à floraison sont améliorées quand on assimile le LAI. Par contre, quand on assimile que le LAI, ça n'améliore pas les performances de l'azote absorbé. Dans certaines situations, ça les dégrade même. C'est-à-dire que si on ne corrige en gros que la quantité de végétation, mais qu'on ne corrige pas son contenu en azote, eh bien, l'INN, on va le changer brusquement et on peut le changer même dans l'autre sens. Et donc on voit en moyenne, ça ne l'améliore pas. Et je vous dis, il y a même des situations où ça le dégrade fortement. Et donc pour améliorer la performance de simulation de l'azote absorbé et du coup de l'INN, il n'y a pas le choix, il faut assimiler à la fois le LAI et ici le pourcentage d'azote. Et si on assimile les deux, par contre, on améliore significativement les performances de simulation de la biomasse et de l'azote absorbé. Alors là, c'est pas fini. C'est-à-dire que... Bientôt quand même. Oui, c'est ma dernière diapo technique, donc ça va aller. Donc une fois qu'on a ça, on n'a pas tout. C'est-à-dire que les capteurs ne mesurent pas le pourcentage en azote. Les capteurs, bien souvent, mesurent de la teneur en chlorophylle. Et donc il faut rajouter une brique, c'est la conversion de la teneur en chlorophylle à une variable azote. Soit un pourcentage d'azote, soit une quantité d'azote absorbée. Donc ce qui marche bien, par exemple, c'est ce qui est fait depuis de nombreuses années dans Framstar, hein, c'est un modèle de conversion LAI fois teneur en chlorophylle qui donne une quantité de chlorophylle par surface de sol en quantité d'azote absorbé. On voit bien, hein, les performances d'ajustement ici du modèle sont satisfaisantes. Donc, là, je vous ai présenté les différentes briques. Hein, donc, ça commence par un modèle de culture avec des règles de décision, avec des données capteurs qu'il faut être capable d'assimiler. Et avant ça, il faut même être capable de convertir les données biophysiques qu'on acquiert avec les capteurs en données agronomiques qu'on peut intégrer dans le modèle. Et donc maintenant, il faut mettre tout ça en musique. Et donc ça, c'est fait dans le cadre de plusieurs projets. Il y en a plusieurs qui sont cités ici, iOF 2020 et Pilote ou les Digiferm, dans lesquels ont été mis en place différents capteurs, que ce soit des capteurs dans des micro-parcelles, donc des IoT, donc c'est des petits capteurs, des piquets connectés, avec des caméras et des spectros pour estimer à la fois le LAI et la teneur en chlorophylle, ou des applications en parcelles agriculteurs, avec là, on utilise de la donnée Sentinel-2 notamment, et puis des parcelles en bande, où on fait même de la fusion entre Sentinel-2 et IoT, où on met en œuvre la chaîne complète en fait, que je viens de vous présenter. Donc ça commence tout juste, et donc ça devrait s'amplifier, le réseau devrait se densifier encore l'année prochaine. Donc un grand merci à toutes les équipes impliquées, parce que je vous le présente, mais en fait, bien sûr, ça implique beaucoup de monde. Il y a de nombreux partenaires que je vous ai présentés. On les remercie, parce que 200 essais en 3 ans, c'est assez rare de voir ça. Un grand merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. On va merci déjà, évidemment, applaudissez-le. Donc on a compris la complexité du raisonnement, mais dont l'objectif c'est de simplifier ça et le rendre le plus opérationnel, et donc on en est aux prémices au travers des expérimentations au sein des Digiferm et autres pour rendre la chose encore une fois digestible pour un opérateur. Cette complexité, elle vient aussi peut-être du fait que vous avez eu recours à un modèle mécaniste. Une question se pose, c'est au vu de
de la complexité de ce modèle, même s'il n'est pas très original, vous l'expliquez, il reste voilà, compliqué à déployer, il requiert un grand nombre de données, et puis il y a des marges, des sources d'erreurs qui viennent ou des incertitudes qui viennent s'additionner. Est-ce qu'il n'aurait pas été aussi judicieux de recourir à d'autres modes de raisonnement basés plutôt sur l'intelligence artificielle ou le big data? C'est compliqué. Alors, il y a d'autres types de raisonnements qui ont été mis en œuvre par l'INRA dans leur approche APN. Mais alors, c'est l'autre parti pris. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas de modèle et on simplifie considérablement. Ça pose d'autres questions parce qu'en fait, l'estimation de l'INN avec la seule pince N-tester, on voit que c'est assez complexe. Après, l'autre parti pris que vous évoquez en disant je ne veux pas chercher à représenter de façon mécaniste tous les phénomènes, mais j'utilise de l'IA, ça n'a pas été testé. Ça me paraît quand même pas gagné d'avance parce que le nombre de mécanismes impliqués justement est très très important, mais ils sont bien connus, ils sont bien décrits. Et l'utilisation du modèle n'est pas un frein majeur. Aujourd'hui, ce qui nous embête le plus, c'est ce que j'ai présenté à la fin. C'est plutôt tout le côté capteur que le côté modèle en lui-même. On le voit, le modèle, on l'a fait tourner dans 200 essais. On le donne à des techniciens. On ne l'a pas encore mis dans la main des agriculteurs, mais on le met dans la main des techniciens. Donc à partir de l'année prochaine, ce sera dans la main des agriculteurs, 2021, donc, enfin récolte 2021. Mais c'est l'accès aux données d'entrée du modèle et la complexité du modèle n'est pas un problème aujourd'hui pour nous. On voit que le frein, il est plutôt dans la valorisation des données capteurs. Notamment parce que les données capteurs ne sont pas celles qui sont simulées par le modèle. Donc il y a des étapes de conversion et il y a des étapes d'assimilation où il nous faut coupler les deux, quoi. Bon, appel à collaboration du coup avec certains fournisseurs de capteurs, j'imagine. Merci beaucoup, Baptiste. Et on peut le réapplaudir encore une fois si vous en êtes d'accord.